La crise du coronavirus s'installe chaque jour un peu plus en France. Professeur, alors, comment vous voyez les choses? Il va y avoir une situation un peu à l'italienne, le virus circule déjà parmi nous. Comment le coronavirus a ébranlé l'économie mondiale? Comment cette pandémie finalement qui semblait anodine, beaucoup disaient c'est une simple grippe, c'est moins dangereux que la grippe, c'est pas quelque chose de finalement si grave que ça. Cette épidémie est loin d'être du niveau de celle de la grippe. Combien de morts pour la grippe? Pour la France, c'est entre 3 et 13 000. Donc on est vraiment très loin. Comment finalement ça a créé la psychose au niveau mondial, hein? Le virus, il a déjà contaminé 79 000 personnes en Chine. Il y a plus de 11 millions de personnes qui sont confinées. Il y a plus de 2788 morts et chaque jour, les morts augmentent. En Italie, il y a 9 ou 10 villes qui sont en quarantaine. 11 villes du nord-ouest de l'Italie sont désormais totalement confinées, coupées du monde. Il y a 29 morts, plus de 1000 personnes infectées. Et on a en France environ 100 personnes contaminées, une personne décédée pour le moment. Et les actions, les marchés financiers se sont effondrés. C'est la pire semaine depuis la crise des subprimes, depuis 2008. Un vendredi dans le rouge et une semaine d'ores et déjà annoncée comme la pire depuis la crise de 2008. Vous imaginez? Donc ce petit virus anodin a ébranlé l'économie mondiale. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé élève la menace internationale à son plus haut niveau. Le patron de l'OMS, il a estimé que l'épidémie avait atteint un point décisif. Et il a appelé les pays à agir rapidement. Je ne sais pas s'il a lu mon bouquin, un petit peu d'humour, mais dans des moments graves, mais il a appelé ces pays à agir rapidement pour endiguer ce virus très dangereux. Autant dire que l'heure est grave. Et première question que vous devez sans doute vous poser, c'est pourquoi finalement cette maladie elle s'est répandue aussi rapidement et pourquoi elle représente un réel danger. Alors on a l'OMS qui donne de très bonnes explications. Tout d'abord, aujourd'hui on est dans une ère où les gens voyagent de plus en plus. L'augmentation des voyages permet de comprendre pourquoi finalement une telle maladie peut se propager très rapidement, c'est-à-dire des personnes qui viennent de Chine, qui vont en Afrique, et qui vont contaminer des personnes en Afrique, qui vont ensuite voyager en Europe, ou des Européens qui vont aller en Asie, etc., etc. Vous voyez le truc. Et donc, on voit qu'on est dans une ère où finalement ce type de virus peut se répandre très rapidement. Dans un rapport de 2019, d'ailleurs septembre 2019, ils évaluaient le risque d'une pandémie mondiale. Attention, on ne parle pas du coronavirus, mais ils évaluaient le risque d'une pandémie mondiale en disant que ça pouvait tuer 50 à 80 millions de personnes. Ça pouvait bouleverser l'économie, ça pouvait semer le chaos. Rien que ça, rien que ça. Le risque est très élevé en Chine, il est élevé au niveau régional et il est élevé dans le monde entier. Je ne parle pas de pandémie, je dis que le risque est élevé, que la maladie se propage plus loin. Et le Mark Baglin, qui est épidémiologiste à l'Imperial College à Londres, il a dit un tiers de l'humanité pourrait être infectée à terme. Alors clairement, ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. Et l'OMS va beaucoup plus loin en disant que de nombreux pays, dont les pays en voie de développement, ne sont pas préparés. Le médecin en chef de l'Angleterre, Chris Whitty, il évoque la possibilité de fermer les écoles en Angleterre pendant plus de 2 mois en cas de pandémie. D'ailleurs, dans le monde entier, plusieurs grands événements ont été annulés. Par exemple, le salon de l'automobile à Genève. La Suisse a d'ailleurs interdit tous les événements qui regroupent plus de 1000 personnes et d'autres pays vont probablement emboîter le pas. Le carnaval de Nice a été annulé. Le Mobile World Congress de Barcelone et le Global Marketing Summit de Facebook à San Francisco, annulé également. Et le Japon parle même d'annuler les Jeux Olympiques en 2020. Franchement, quand ça atteint de telles proportions, on peut se dire qu'il y a un petit souci. Et même, je dirais, un gros souci.
Et aujourd'hui, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus dans le monde est supérieur à la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes contaminées par le coronavirus en dehors de la Chine qu'en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, par exemple, ils ont confiné les gens. Ils leur ont dit, vous ne sortez pas de vos maisons, vous ne sortez pas de cette ville, vous n'avez pas le droit de voyager, etc. Ça va être très difficile d'imposer les mêmes critères ailleurs, dans le monde. D'accord ? Et ça explique pourquoi finalement le coronavirus se répand beaucoup plus rapidement en dehors de la Chine qu'en Chine. Ça, c'est le côté dramatique, sanitaire, etc. Et encore une fois, moi, je suis un éternel optimiste et on a déjà connu des crises type vache folle, Zika. On a connu plein de virus, d'épidémies dans le passé. Et on en est toujours sorti vainqueur. Maintenant, bien évidemment, ça n'a pas été sans dégâts. D'accord ? Et là, on voit bien qu'il y a des conséquences. Et il y aura également des conséquences sur un plan économique. Comme c'est une chaîne économique, financière, je vais quand même vous parler d'économie. Et donc, au-delà des décès humains, des drames humains, c'est également l'économie qui est en train de payer le prix fort. L'économie, elle est très vulnérable à ce que l'on appelle une incertitude et à une pandémie. D'ailleurs, les économistes estiment que ça pourrait coûter 5% du PIB mondial, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars ou 1,5 fois l'économie française. On parle déjà de la pire année depuis 10 ans pour l'économie mondiale, pour Bank of America, et table sur une progression du PIB de 0,6% pour cette année pour la zone euro, c'est-à-dire la plus mauvaise performance depuis 2013. Donc, cette épidémie, elle constitue deux chocs. Un choc d'offre, un choc de demande. Un choc d'offre, c'est quoi? Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tableau. Comme ça, vous allez comprendre un peu cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Donc, la loi de l'offre et de la demande, c'est très simple. D'accord? Ici, vous avez les prix en abscisse et en ordonnée, vous avez ce que l'on appelle les quantités. L'offre, c'est quoi? L'offre émane des entreprises. Et donc, les entreprises, on est bien d'accord que lorsque le prix est plus élevé, les entreprises vont se dire « Tiens, ça vaut le coup de produire ce bien ». Pourquoi? Parce qu'elles peuvent gagner plus d'argent. Par contre, quand les prix diminuent, elles vont se dire « C'est moins profitable parce qu'il y a plus de concurrence, etc. » Et elles vont moins offrir de ce bien. Donc, l'offre augmente en fonction des prix. La demande, c'est l'inverse, ça vient des consommateurs. Donc par exemple, je ne sais pas moi, tu as un livre qui vaut 1 000 € et un bouquin qui vaut 22 €. Alors je dis, ce bouquin il est génial, hein, mais juste pour la petite histoire, ce bouquin de 22 €, c'est clair qu'il y aura beaucoup plus de demandes pour un bouquin de 22 € que pour un bouquin de 1 000 €. Mais si ce bouquin vaut 5 €, il y aura encore plus de demandes. Donc la demande diminue lorsque le prix augmente. Donc vous voyez ici le prix qui augmente et la demande qui diminue. Et ça nous donne ce que l'on appelle un équilibre. Lorsque l'offre est égale à la demande, on a un prix d'équilibre. D'accord? Et là, on va mettre Q1, P1 et O1, D1. O1, c'est la courbe d'offre et D1, c'est la courbe de demande. Donc là, on a ce que l'on appelle un choc d'offre. Ça veut dire quoi un choc d'offre? Ça veut dire que là, en l'occurrence, on a une offre qui est moins importante. Pourquoi? Alors, on peut moins produire qu'avant. La Chine, c'est l'usine du monde. C'est quasiment 30% de la production mondiale. Tout ce qui se produit dans le monde, 30% de ce qui se produit dans le monde, c'est en Chine. Et la Chine, le fait effectivement d'avoir une partie de la population chinoise qui est confinée. L'impossibilité pour certaines usines chinoises d'exporter. Ça représente ce que l'on appelle un choc d'offre. La dernière crise en Chine, c'était le SRAS en 2003. Mais auparavant, en 2003, la Chine ne représentait pas un tel poids au niveau de l'économie mondiale. Ça représentait même pas 1% ou 2% de la production mondiale. Et donc, c'est un choc d'offre d'une nature inédite qui pourrait provoquer la hausse du prix de nombreux composants. Et d'ailleurs, l'arrêt de la production, ici,
c'est d'abord et avant tout parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas offrir. Donc on est bien d'accord qu'on a un choc d'offres. Ça veut dire que la courbe d'offres va se déplacer. Et donc auparavant, on produisait, on avait ce prix et on avait cette quantité. Là, la courbe d'offres se déplace en O2 et donc vous allez avoir une quantité qui sera inférieure et des prix qui seront supérieurs. C'est logique. Il y a moins d'offres, donc les prix vont augmenter. Et par contre, les quantités offertes vont diminuer. Moins d'offres, choc d'offres. Et donc, selon le cabinet A.T. Kearney, on a ce que l'on appelle un effet domino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économies sont interdépendantes. Par exemple, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique dépendent de la Chine pour la production. Et donc, par exemple, en Chine, on a certaines pièces qui sont fabriquées, on a des microprocesseurs, on a pas mal d'éléments, de composants qui sont fabriqués en Chine. Et comme la Chine ne peut plus les exporter, eh bien, ça a une répercussion sur la production d'autres entreprises dans le monde entier. Et on se retrouve avec un choc d'offres inédit. Et ça se retrouve dans le secteur de l'automobile. Cette année, 5000 voitures vendues. Auparavant, on avait 60 000 voitures vendues sur la même période, en février 2019, les 15 premiers jours de février 2019. La pharmacie, la chimie, le secteur électronique, les smartphones, Apple et compagnie, ils disent voilà, les voitures, Tesla, les biens de consommation, alimentaires, textiles, etc. D'accord ? Tous ces secteurs sont touchés par finalement cette crise de l'offre en Chine. Deuxième effet qui se coule. On est bien d'accord que le fait qu'il y ait une baisse de l'offre, ça va provoquer quoi? Ça provoque bien sûr une baisse de la production, etc. Mais ça a créé également une psychose. C'est-à-dire que finalement, le coronavirus, ça a provoqué cette baisse de l'offre. Mais on se retrouve avec une situation où les gens sont dans l'incertitude. Comme ils sont dans l'incertitude, ils se disent quoi? Ils se disent, mais finalement, voilà, je voulais acheter un sac Louis Vuitton, je vais éviter de l'acheter. Je voulais me prendre des vacances, je vais éviter de prendre des vacances. Je voulais m'acheter une télé, non, je vais éviter d'acheter une télé. Je voulais acheter une voiture, non, mais ce n'est pas le moment. Là, voilà, je ne sais même pas si je vais vivre. Je ne sais pas si ça va me contaminer, cette saloperie. D'accord? Donc les gens sont pessimistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont également moins consommer. D'accord? Donc le coronavirus provoque cette baisse de l'offre qui, à son tour, a une conséquence sur la demande. Les gens vont moins consommer. Et donc, on se retrouve dans cette situation où finalement l'offre diminue, mais la demande va également diminuer. Et donc là, la demande, elle va également évoluer vers la gauche. Et donc, on va se retrouver D1, D2. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui finalement se passe? C'est que la demande d'équilibre, elle va se retrouver là. Et vous voyez ici que les quantités, elles vont baisser. Ça veut dire que finalement, comme il y a moins d'offres, eh bien, ça a un impact sur la demande. C'est-à-dire que les gens vont moins demander. Et comme il y a moins de demandes, eh bien, finalement, les quantités échangées seront moins importantes. Et ça nous crée un cercle vicieux. D'accord? Et c'est caractéristique de toutes les crises. C'est un phénomène de panique, c'est un phénomène de chaîne. Et donc là, vous voyez la quantité Q3 qui diminue et le prix également, bon voilà, il est quasiment au niveau de P1 et on voit bien finalement une situation d'équilibre où les prix vont diminuer, ce qui n'est pas bien du tout, ça s'appelle une déflation, mais également les quantités échangées vont diminuer. Et donc, pourquoi la demande et sur quel secteur va diminuer? Je l'ai expliqué précédemment. Donc, le secteur aérien. Il y aura une vidéo d'ailleurs sur la bourse. Secteur aérien, ça s'est effondré parce que les gens vont moins voyager. D'ailleurs, en Chine, c'est incroyable, le nombre de voyages a chuté. Le tourisme. Chaque année, environ 2 millions de Chinois visitent la France. Une manne financière. En moyenne, ils dépensent 5 400 € par personne.
lors de leur séjour. Il faut savoir que la clientèle touristique chinoise, c'est en nombre 2,5% de la clientèle touristique française en France, mais c'est 7% en volume de devises. C'est-à-dire que les Chinois, la clientèle chinoise, c'est 4 milliards d'euros de recettes pour la France en matière de tourisme. Le nombre de vols d'ailleurs de la Chine vers le reste du monde est passé de 3400 par jour à moins de 500 par jour. Les biens de luxe et pas mal d'autres secteurs, secteur automobile, etc. Donc on aura une chute de la demande. Maintenant, c'est quoi concrètement ce qui va se passer? Je ne suis pas Madame Irma et mon job c'est avant tout de décrypter un peu ce qui s'est passé, pourquoi on a une crise, pourquoi ça a un impact sur l'économie. Et maintenant, voilà, on peut faire le parallèle avec la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'était d'abord et avant tout une crise financière. Là, c'est une crise qui n'a rien à voir avec la finance, mais qui, bien évidemment, a des répercussions sur la finance et sur l'économie. Et depuis la crise des subprimes, la bourse n'a fait que monter. L'économie était plutôt correcte. Même durant le terrible épisode de Fukushima et la gigantesque catastrophe au Japon en 2011, le marché financier a poursuivi sur sa lancée haussière. On a eu une correction, mais ça s'est poursuivi. Aux États-Unis, on peut parler d'une amélioration économique durant les dernières années, en Asie, etc. Mais pourquoi? Parce que, surtout aux États-Unis, en Europe, on a eu ce que l'on appelle des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Ce que l'on qualifie de quantitative easing. C'est-à-dire on a véritablement fait en sorte que les taux d'intérêt soient extrêmement faibles pour favoriser les entreprises à investir et favoriser les ménages à consommer. On a soutenu l'économie de manière artificielle. Et ça a permis de gonfler les marchés et ça a permis de soutenir l'économie. Mais on a vécu pendant des années et des années dans une ère de l'argent pas cher, dans laquelle la seule alternative, c'était d'investir son argent dans des actions ou dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les banques centrales vont probablement intervenir, elles vont probablement acheter des actifs, elles vont probablement essayer de calmer le jeu. Les hommes politiques, les États vont également essayer de calmer le jeu. Mais on est bien d'accord qu'une banque centrale ne peut pas relancer la confiance uniquement en mettant de l'argent sur la table. Parce que ce sont d'abord les particuliers, les entreprises, les entrepreneurs qui finalement sont les vrais décideurs. Si par exemple tu as la banque centrale qui met plein d'argent mais que toi tu n'as pas confiance dans l'économie, tu ne vas pas consommer. Tu vas toujours te dire je préfère ne rien acheter parce que là c'est quand même l'heure est grave. Et donc aujourd'hui les banques centrales elles arrivent en bout de course parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas. On n'a pas de marge de manœuvre. Et la forte baisse des marchés financiers, qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Un effet accélérateur, c'est-à-dire finalement un phénomène de panique. Ça peut contribuer à détériorer les perspectives de croissance et c'est un cercle vicieux comme je viens de vous le démontrer. Et ça va être difficile de le casser et la seule manière pour moi de le casser, c'est de dire voilà, ce virus c'est rien du tout, c'était juste un truc anodin, ça n'a pas de répercussions plus que ça et c'est de trouver un médicament le plus rapidement possible. C'est de trouver un remède le plus rapidement possible. Autre point important, l'économie chinoise, notamment les entreprises chinoises, sont mal en point. C'est-à-dire que les 2/3 des entreprises chinoises n'ont pas plus de 2 mois de trésorerie. Je vais l'écrire là, 2 mois de trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 2 mois, elles n'auront plus d'argent à verser à leurs salariés. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de remède rapidement, si on ne trouve pas de solution rapidement, les faillites vont exploser en Chine. Et donc c'est un phénomène qui peut avoir des répercussions en chaîne parce que ces entreprises chinoises, elles vont fournir des composants à des entreprises américaines, des entreprises européennes, des entreprises africaines, des entreprises asiatiques parce qu'elles travaillent énormément avec le Japon, avec la Corée. Et donc, on voit qu'il y a une interdépendance de plus en plus importante des économies. Ensuite, si les entreprises sont dans l'incapacité de produire, d'expédier leur production, ou si elles sont confrontées à une baisse de la demande, et on a vu la baisse de la demande actuelle, qui est liée à une psychose, à une peur, eh bien, ça veut dire qu'elles seront tout simplement en cessation de paiement. Et donc, on en arrive j'ai parlé de la déflation, mais il y en a qui parlent de retour de l'inflation.
C'est-à-dire que finalement, l'argent n'aura plus aucune valeur. Donc on a vraiment voilà, ces extrêmes. Pour résumer cette vidéo, deux chocs, offre, demande, inédit. C'est-à-dire on n'a pas eu un phénomène aussi important, voilà, une secousse aussi rapide, aussi importante. Et la solution, elle ne dépend pas des politiques, elle dépend véritablement de la recherche et finalement est-ce que ce virus il va se répandre beaucoup plus rapidement ou est-ce qu'on va trouver des solutions rapidement. Donc les solutions, ce sont les entreprises innovantes, les entreprises spécialisées dans la santé qui pourront les trouver. On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois avant de trouver un vaccin. Et si effectivement les conséquences sont dramatiques, voilà. On parle également, alors la Chine dit qu'avec le beau temps, ce virus n'aura plus aucun impact. Sauf qu'à Singapour, il y a eu des morts et pourtant à Singapour, il ne fait pas froid, hein, ce n'est pas l'Islande. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'opacité par rapport à tout ça. Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croisons les doigts, agir bien évidemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment la cata ou est-ce que voilà, on est optimiste et on va trouver des solutions et on y croit. Merci infiniment. Ciao, ciao, ciao.